L'analyse du cycle de vie est l'outil idéal pour quantifier les impacts environnementaux d'un produit ou d'un emballage. Regardons plus précisément comment ça marche. L'analyse du cycle de vie, ACV en abrégé ou encore LCA pour Life Cycle Assessment en anglais, est très fréquemment utilisée pour améliorer la performance environnementale d'un produit. Comme son nom l'indique, cette méthode permet d'évaluer les impacts environnementaux à chaque étape du cycle de vie d'un produit. Extraction des matières premières, transport, fin de vie. Cette méthode est normée au niveau international, ce qui permet aux nombreux praticiens de l'ACV de suivre une méthodologie commune décrite dans la norme ISO 14044, dont les étapes sont définition des objectifs et du champ de l'étude, collecte des données ou analyse de l'inventaire, calcul des impacts environnementaux ou évaluation de l'impact, et enfin interprétation. Comme disait Einstein, un problème mal posé est un problème sans solution. Dans un premier temps, il faut donc définir les objectifs de l'étude. C'est un préalable indispensable. Pourquoi faire cet ACV ? Pour identifier les leviers d'amélioration de mon produit, pour faire un choix de conception ou encore communiquer. Une fois ces objectifs clairement définis, on pourra réfléchir au champ de l'étude. Quel est le produit concerné ? Quel service rend-il à son utilisateur ? Quel marché est concerné ? Un des principes fondamentaux de l'analyse de cycle de vie est de raisonner pour un service rendu. On n'étudie pas un produit, mais le service qu'il rend à son utilisateur, ainsi que toutes les fonctions attendues, y compris celles que le consommateur ne verra pas. Par exemple, on ne quantifie pas l'impact d'une voiture, mais celui de se déplacer d'un point A à un point B, ce qui comprend la maintenance et la réparation des véhicules. De la même manière, on n'analyse pas un stylo, mais les impacts de couvrir une longueur d'écriture de 20 km, ce qui permet de tenir compte de la durabilité du stylo. Ou encore, on ne fait pas l'ACV d'une ampoule, mais du fait de pouvoir éclairer une pièce avec une luminosité de 40 watts pendant 1000 heures, ce qui permet de tenir compte des consommations d'énergie de l'ampoule. Dans le cas de l'emballage, on ne fait pas l'ACV d'un contenant seul, car le consommateur n'achète pas un emballage vide, mais un produit emballé. Il s'agit donc bien de mettre à disposition du consommateur une quantité de produits adaptés à son mode de consommation. Par exemple, mettre à disposition d'une famille de 6 personnes une quantité de fromage blanc pour un dessert en fin de repas. Bien définir l'unité fonctionnelle est donc un point essentiel, car on va comparer 2 déclinaisons opérationnelles d'un même service rendu au consommateur. Dans notre exemple, un pot familial de 750 g de fromage blanc ou un pack de 6 pots de 125 g permettent tous deux de fournir 125 g de fromage blanc à chaque membre de la famille. Un autre exemple illustre bien l'importance de l'unité fonctionnelle. Le groupe Carrefour a comparé les sacs réutilisables ou à usage unique utilisés pour transporter les courses faites par ses clients. Comparer simplement ces 2 sacs donnerait un résultat défavorable au sac réutilisable, car il est plus lourd pour être plus résistant. Pour tenir compte de la réutilisation, il faut donc comparer les emballages nécessaires pour transporter 9000 litres de marchandises, soit le volume annuel moyen d'achat d'un client. Une fois le cadre de l'étude posé, il s'agit de collecter les données pour pouvoir procéder au calcul de l'impact environnemental. C'est l'étape de modélisation. 2 types de données sont nécessaires, les données d'activité, de terrain, ainsi que des données issues de bases de données, souvent déjà disponibles dans les logiciels d'ACV. Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste de l'ACV pour réaliser la collecte des données d'activité. Au contraire, il suffit de bien connaître le produit et l'emballage. Quels sont les éléments et matériaux qui le composent ? Quels procédés de transformation sont utilisés ? Quels sont les modes, étapes et distances de transport ? En théorie, il faut être capable de collecter ces données sur toute la chaîne de production, depuis l'extraction des ressources naturelles du sol jusqu'à la destination de tous les déchets. En pratique, c'est impossible. Il est donc recommandé de collecter autant que possible des données précises, en interrogeant par exemple ses fournisseurs et éventuellement se référer ensuite à des données moyennes ou de référence dont il faudra vérifier la pertinence et l'ordre de grandeur. Par exemple, pour les déchets, le prestataire de l'entreprise peut disposer de données précises sur les déchets du site de production. Mais pour ce qui est du traitement des déchets d'emballage générés par le consommateur, on peut en revanche utiliser des données nationales publiées par Éco-Emballage et l'ADEME sur la part du recyclage, de l'incinération ou de la mise en décharge. On va ensuite traduire ce bilan entrée-sortie en impacts environnementaux grâce à la combinaison des effets de plusieurs polluants. Par exemple,
L'indicateur changement climatique est composé par différents gaz dits à effet de serre, dont on va sommer le pouvoir de réchauffement climatique en équivalent CO2, l'unité de référence. Ce travail est fait pour chaque impact. Parmi les plus connus, on retrouve le changement climatique dû à l'effet de serre dont on vient de parler, la pollution photochimique, causant les phénomènes de smog, les nuages de pollution au-dessus des villes, l'épuisement des ressources non renouvelables, la consommation d'énergie, d'eau, l'eutrophisation de l'eau, remarquable par des couches d'algues en surface de l'eau, l'acidification atmosphérique causant les pluies acides. Dans la pratique, lorsque l'on utilise des outils d'ACV standards, les principaux indicateurs sont déjà sélectionnés. Il n'y a plus qu'à choisir les indicateurs les plus pertinents avec l'aide d'un expert ou via une analyse bibliographique. Il est en tout cas important de retenir un nombre suffisant d'indicateurs et qu'ils soient représentatifs du produit étudié pour éviter d'oublier des impacts environnementaux significatifs. La dernière étape de l'ACV consiste à analyser les résultats, en tirer les enseignements et expliquer les limites de l'analyse réalisée. On regarde alors les étapes et les flux qui contribuent principalement au bilan global du système et les impacts environnementaux qui constituent les principaux enjeux pour le système. Une ACV est une méthode de calcul des impacts environnementaux. Elle ne prendra pas de décision à votre place. D'ailleurs, il arrivera probablement que les résultats soient favorables sur certains impacts et défavorables sur d'autres. De plus, vous-même serez éventuellement capable d'agir sur certains impacts et pas sur d'autres, qui dépasseraient votre champ d'action possible. Les choix à effectuer dépendront donc de la possibilité d'agir pour l'entreprise et de ses objectifs. Par exemple, Danone a annoncé en novembre 2015 un objectif à long terme d'émissions de gaz à effet de serre nul, impliquant de réduire ses émissions propres de 50% d'ici 2030 et de compenser le solde. Unilever, de son côté, s'est engagé à réduire ses impacts environnementaux tout en doublant son activité. Enfin, il est possible de communiquer sur les résultats de l'ACV, mais attention, ce type de communication est soumis à des règles. Il est vivement conseillé de challenger son étude au cours d'une revue critique par des experts indépendants pour démontrer la robustesse des choix méthodaux aux parties prenantes et au public intéressé.